En deux. Oh, mais alors, eh oui, il est déjà 8 heures, ça en fait, et c'est déjà la, je sais pas combien de revue de presse. Oups, faut que je coupe le son de partout. Alors, comment ça va? Bonjour tout le monde, vous allez bien? C'est cette revue de presse que vous aimez tant, hein, et moi aussi. Ça y est, on commence à prendre nos petites habitudes. Il y a de plus en plus de monde tous les jours, c'est super, j'adore ça. C'est la revue de presse du monde moderne, une revue de presse quotidienne pour regarder avec vous ce qui est écrit dans les journaux. En France, oui, je suis vivant, c'est vrai, tous les matins. Le chat du stream de BFM, ouais, c'est bien là. Tous les matins, l'impression d'être un Louis XIV, le réveil du roi, parce que quand même, je me réveille un peu avant quand même pour lire, hein, pour pas improviser. Mais c'est drôle, c'est drôle quand même d'avoir ce rendez-vous quotidien. On découvre les joies du stream avec vous, avec le monde moderne. Donc c'est vraiment super. Vous êtes, pour nos premiers pas, vous êtes les meilleurs. Il n'y a rien à dire. Ah bah voilà, et puis les gens, de toute façon, à la fin, il n'y aura plus que Maggie, hein. Moi, je dirai plus rien, je la prévenir. Là, elle est en train de se faire les griffes sur le canapé. Elle est complètement azimutée, quoi. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des chats. Je dois dire que quand tu vis avec un animal comme ça, tu comprends finalement que finalement la perception du réel, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait aléatoire. Ils voient pas du tout la même chose que nous. Ils n'ont pas du tout la même expérience que nous. Pourtant, on vit sur la même planète, hein. Alors, du débit ce matin, pas plus que d'habitude. J'espère que je vais pas être jarté. Je ne vous cache pas que c'est toujours, on fait ça toujours avec cette épée de Damoclès, hein. On va voir ce que ça va donner. Ça marche bien en audio, ça marche partout. Ouais. Alors, vous êtes déjà 100, 107, incroyable. Allez, je commence. On va être 200 aujourd'hui si ça commence comme ça, c'est génial. Merci, merci, merci. Alors, hop, la une qui fait l'ouverture de cette revue de presse, j'essaie de changer à chaque fois. Cette fois-ci, c'est le Figaro. Voilà, le Figaro qui se lamente du désordre vaccinal en Union européenne, en disant que l'Union européenne est en lambeaux, que finalement l'Europe de la santé, c'est bidon. Tu es notre drogue. Non, non, c'est mal la drogue, c'est mal. Le café, c'est déjà assez sans sucre, le café noir. Le Figaro oui, qui se lamente sur cette Europe en lambeaux, qui n'en finit pas d'étonner, hein, sur cette gestion de crise. Alors d'abord, il y avait les vaccins. Alors on était censé avoir fait un super deal, hein, grâce à von der Leyen, parce qu'on a payé pas cher, tout le monde devait en avoir, et puis on se rend compte que on a payé quand même assez cher, peut-être moins, mais pas tant que ça, que les vaccins, il n'y en a pas assez, on n'en a pas commandé assez, que tout le monde est à la ramasse, c'est la galère. Du coup, certains en Europe n'attendent plus rien de Bruxelles. Ils se disent, bon, on va se démerder, hein. Et ils sont allés commander alors du vaccin russe, Sputnik V, du vaccin chinois. Certains sont allés commander ailleurs, aller voir en Israël aussi pour faire de nouveaux vaccins pour les variants. Ça, c'est le cas de Sebastian Kurz, chancelier autrichien. La Hongrie également fait bande à part. Enfin, beaucoup de ces nouveaux entrants de l'Europe de l'Est se sont dit, bon, bah, Bruxelles, c'est bien sympa, ça va 5 minutes, mais quand il s'agit des choses sérieuses et que c'est pas récupérer des fonds européens, bon, essayons de gérer ça nous-mêmes. Donc c'est en train de gentiment mais sûrement exploser, hein, cette Union européenne, sans le dire. Alors, de l'autre côté, vous avez Clément Beaune, qui est notre secrétaire européen, enfin secrétaire d'État à l'Europe, qui lui veut faire tenir le moteur franco-allemand. Il faut absolument que ça tienne. Vous savez, Clément Beaune, c'est celui qui cause avec une patate chaude dans la bouche. T'as l'impression que c'est un mec qui imite les mecs qui ont des patates chaudes dans la bouche, mais lui parle vraiment comme ça. Il dit, nous avons commandé 2000 doses de vaccins, nous allons recevoir 200 millions de doses, et je suis très fier d'aller me rendre demain à Berlin pour rencontrer la chancelière Angela Merkel. C'est lui qui gère ça. Et donc il était à la frontière là, hier en Moselle
pour dire on a fait plein de petites tentes de tests PCR pour que les Mosellans aient le nez en feu pour qu'ils puissent aller travailler en Allemagne, parce que de l'autre côté de la frontière, les Allemands leur crachent dessus en disant ah, sale Mosellan, tu amènes la peste covidienne avec toi. Donc pour faire en sorte que le moteur franco-allemand ne pète pas, bah, il faut se conformer à ce que demande l'Allemagne. Donc voilà, on compte sur toi Clément, tu vas faire un super boulot Clément, super boulot. Ah là, c'est pas bien de se moquer des accents, vous allez me dire. C'est pas un accent en fait, la patate chaude, c'est l'accent de Bourges. C'est un truc, enfin pas Bourges-la-Ville, mais de bourgeois. C'est un truc assez particulier qu'on trouve dans les beaux quartiers. Ouais, c'est Valérie Le Mercier a lancé sa carrière en imitant cet accent. C'est particulier quand un secrétaire d'État parle avec cet accent. Alors, ensuite, le Figaro. Alors c'est bizarre, le Figaro n'en fait pas sa une. C'est un petit entrefilet sur le pape en Irak. Le pape va en Irak. Alors c'est une visite sous haute tension. Hein, les mecs ont tendance. Ah non, il y a le passeport sanitaire. Oh là là, je ne suis pas réveillé. C'est les 27 face au passeport sanitaire avant le pape en Irak quand même. Oui, le passeport sanitaire, c'est important d'en parler. C'est aussi un entrefilet parce que, alors en Israël, ils ont le truc. Alors ça s'appelle maintenant le pass vert. Donc ils ont choisi la couleur, ce sera vert. Alors c'est Éric Zemmour qui est pas content parce que le vert c'est la couleur de l'islam, mais c'est vert. C'est vert, il y a le côté. Tout le monde déjà s'est mis d'accord sur la putain de couleur. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait un pass vaccinal orange, bleu, mimosa, vert. Allez, on le fait vert, on ne va pas le faire jaune, hein, ça rappellerait des mauvais souvenirs à certains. Donc, vert. Donc, d'accord. Et alors là, les mecs se disent quand même, il y en a 2-3 qui réfléchissent, ils disent, mais attendez, le vaccin n'est pas obligatoire. Oui. On n'a pas de dose. Oui. Donc, comment on fait? Il dit, mais écoutez, c'est pas grave, c'est sur la base un peu du volontariat, tu vois. Donc, tu pourras le montrer. Il y aura des restos qui vont te le demander. En gros, c'est l'Espagne et la Grèce qui ont les boules parce qu'ils veulent relancer la saison du tourisme et ils ne veulent pas être emmerdés. Donc, ils ont dit, écoutez, venez avec votre passeport sanitaire. Il faut absolument un passeport sanitaire. Les compagnies d'aviation également, de transport, veulent ce passeport. Et puis, tu te dis, bon, bah, tant qu'on ne sait pas si le vaccin est super efficace contre la propagation, combien de fois il faut se vacciner, combien de fois aussi il te protège, combien de temps, pardon, il te protège, parce qu'il se pourrait que l'immunité procurée par le vaccin ne soit pas pérenne plus de X mois. Ça fait que ce passeport sanitaire, en fait, tout le monde se dit, bon, d'accord, il faut le faire parce que Klaus Schwab a dit qu'il fallait le faire, mais quand même c'est chiant, quoi. Comment qu'on va faire? Donc ils vont le faire, ils ont déjà la couleur, et puis après on verra comment ils vont s'arranger, mais en gros ça fait un peu chier tout le monde, excusez-moi du terme, même si tout le monde obéit, c'est les Shadocks, quoi. Donc on va avoir droit à un passeport sanitaire. Alors en Israël ils l'ont déjà. Ils se mettent en scène, alors c'est sur ton téléphone, tu montes ton téléphone partout où tu vas, à la piscine, au resto, etc. Et donc ils disent, on a repris la vie normale. Bah non, parce que tu es obligé de montrer ton QR code partout. Et alors très vite, il y a des petits malins qui ont lancé une application sur le dark web, où il y a déjà plus de 100 000 mecs qui ont les télécharger pour te faire ton passeport sanitaire toi-même. Donc évidemment, ça va aller très vite. Un QR code à générer, c'est quand même pas compliqué. Donc ça risque d'être un grand n'importe quoi. Au-delà du fait que c'est un n'importe quoi, je pense qu'il y aura un marché noir du faux pass sanitaire qui va exploser le moment où ils lancent leur idiotie pour faire plaisir à Klaus Schwab. Bref, on n'est pas sorti des ronces, c'est à ça que sert cette revue de presse. Hein, je l'avais dit hier, le monde est triste, mais on essaie quand même de rigoler. Alors après, je ne sais plus où j'étais du coup avec toutes ces conneries. Oh là 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 là. La revue de presse, là je parlais de ça. Attendez. Oh là 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 là. Je crois que ça c'est le pape en Irak normalement. Je crois que c'est ça. Attention. Bah, le tatouage après tout. Oui, un tatouage sur le front. Une petite croix verte, vaccinée ou pas, comme ça tu sais où tu es. Donc le Figaro qui fait passer à une sur le voyage du pape en Irak, quand même, il est attendu aujourd'hui. Hein, c'est un gros truc.
Et donc tout le monde flippe parce que quand même l'Irak, le contexte sécuritaire est particulier. Donc ils ont dit bon bah c'est bien, c'est un grand message hein, lancé aux chrétiens d'Orient, un grand message de paix. Bon, l'idée c'est de faire la diplomatie avec Joe Biden hein, qui veut emmerder les Iraniens un maximum dans la région. Donc bah voilà, le pape va rencontrer les chiites du coin, il va essayer de rassurer. Il y a des témoignages, on en parlera dans Libé aussi. Libé fait sa une hein, sur ce voyage du pape, donc on en reparlera dans la suite de cette revue de presse. Mais je trouvais ça étonnant de la part du Figaro de ne faire de ne faire qu'un entrefilet. Alors peut-être que c'est samedi, ils vont faire effectivement un numéro spécial. Je pense que là, on aura vraiment tout sur le voyage du pape en Irak. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Là, c'est en Allemagne. Des nouvelles d'Allemagne, hein, j'en parlais, alors à la frontière ils sont méchants avec nos Mosellans, mais en Allemagne ils sont méchants avec l'AfD, qui sont des gros méchants. L'AfD c'est quand même Alternative für Deutschland, qui est le parti d'extrême droite qui ultranationaliste, qui quand même fait peur à Angela Merkel et à la démocratie chrétienne allemande, parce qu'ils ont quand même pris pas mal de parts de marché dans les urnes. Beaucoup de gens qui se tournent vers eux, notamment dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Et alors on apprend que l'Office pour la préservation de la Constitution, qui est une émanation qui est là pour l'état de droit, hein, garantir l'état de droit en Allemagne pour qu'ils ne refassent pas Hitler, parce qu'ils l'ont déjà fait une fois, donc ils sont dit non, on va mettre un truc pour éviter qu'il y ait un moustachu qui arrive au pouvoir. Et donc, ils ont fait un truc, et ils ont mis l'AfD, ce parti d'extrême droite, sous écoute, en disant ouais, mais il y a quand même au sein de l'AfD, même s'il y a des élus, hein, il y a quand même des groupuscules assez louches qui seront plutôt antidémocratiques, plutôt prêts à faire des trucs un peu terroristes, c'est pas cool. Donc ils ont mis l'AfD sous écoute. Alors évidemment, c'est un scandale démocratique pour les élus de l'AfD qui disent oh, vous savez, c'est quand même lamentable, mais on a l'habitude en Allemagne parce que avant l'AfD, c'était Die Linke, le parti de gauche, qui était sous écoute. À peu près tous les membres de Die Linke avaient été mis sous écoute. Elle est belle, cette démocratie allemande qui met les partis sous écoute. C'est le modèle, hein, c'est le moteur franco-allemand. Donc c'est un de nos modèles. Il faut regarder l'Allemagne, à la fois pour les lois Hartz, qui ont cassé le droit du travail, les job centers, le fait que maintenant, par exemple, la démocratie allemande mettre des élus et des partis sous écoute, c'est aussi un truc qu'on aime bien en France faire de temps en temps. C'est pas Nicolas Sarkozy qui va me contredire, lui qui a été mis sous écoute lors de... d'ailleurs, il vient d'être condamné hein, parce qu'on a écouté les conneries qu'il disait à son avocat, donc c'est d'une tristesse, là, c'est d'une tristesse tout ça. Mais voilà, c'est quand même assez étonnant de voir que c'est une pratique qui se défend, parce qu'il faut défendre la démocratie quand même, bordel. Donc voilà. Et puis, une pensée pour Christian Lantenois, le photographe, photoreporter qui a été gravement blessé à Reims. Bon, depuis, on a arrêté la personne qui l'a massacré avec son appareil photo pour lui voler la carte SIM pour qu'on ne voit pas les photos de lui en train de faire des exactions. Et alors, le Figaro est en émoi parce que, bon, il se trouve que c'est un jeune Algérien qui avait la nationalité espagnole. Il est arrivé en Espagne à l'âge de 12 ans, là, il a 21 ans, qui était multi-condamné pour des faits de viol et de violence sur le sol français, et qui n'aurait plus la nationalité espagnole depuis déjà quelques années. Et donc le Figaro qui dit mais qu'est-ce qu'il a fait Darmanin, mais qu'est-ce qu'il fait, comment ça se fait qu'avec tout ce casier judiciaire, ce jeune Algérien soit encore sur le sol français? Bah écoutez, voilà, hein, allez Gérald, on te regarde, c'est toi qui es le plus fort, hein, c'est toi qui es le plus fort face à Madame Le Pen qui est très molle. Donc le Figaro est en train de pousser, là, de chauffer Darmanin pour voir qu'est-ce qu'il va faire avec l'agresseur de Christian Lantenois, en disant que c'est un cas parmi tant d'autres. Et on espère que M. Lantenois va se remettre rapidement de ces affreuses blessures infligées par cet horrible personnage. Ensuite, nous avons dans le Figaro une nouvelle assez exceptionnelle, je dois dire. Je l'ai vu que là ce matin. C'est une mise aux enchères de Bitcoin qui ont été saisis dans le cadre d'une enquête pour cybercriminalité. Et donc, la justice a saisi en 2020 611 Bitcoins
Alors à l'époque, le Bitcoin, il était pas à 42 000 euros le Bitcoin, il était à 2000 et quelques, donc ça faisait un pactole de 270 000 euros à remettre aux enchères. En gros, cette vente aux enchères va permettre de récupérer l'argent des Bitcoins et de créditer donc cet argent au budget de l'État, soit dans la lutte anticorruption, la lutte contre la cybercriminalité, etc., etc. Et là, du coup, il se retrouve avec les 611 bitcoins qui avaient été saisis en 2020, sauf que les 611 bitcoins, ils ne valent plus 270 000 euros, mais ils valent l'équivalent de 26 millions d'euros. Donc c'est un peu flippette. Donc ils vont faire deux lots, des lots à 0,0 quelque chose bitcoin, puis des lots de 5 à 10 bitcoins pour ceux qui veulent vraiment investir. Et donc c'est une vente aux enchères organisée par un cabinet d'expertise qui va s'occuper de ça là dans les jours qui viennent. Et c'est vrai, on en parlait dans un des podcasts du Monde Moderne qui s'appelle Crime sous Cric, que je vous invite à aller écouter, qu'on organise avec l'association Crimalt, de comment ça se passe une fois qu'on saisit en fait les biens du crime organisé. Alors d'habitude, c'est plutôt des voitures de luxe, des maisons, beaucoup d'immobilier, des avoirs. Comment ça se passe ensuite pour réinjecter dans l'économie réelle ou que l'État récupère l'argent? C'était un des derniers épisodes de Crime sous Cric et le prochain est demain matin, samedi. Vous pouvez le retrouver sur le site du Monde Moderne et sur toutes les plateformes de podcast. Crime sous Cric, c'est super bien. Je vous invite à aller l'écouter. Un peu d'autopromo, ça ne fait pas de mal. Ah oui, alors après, oui, si l'État veut garder le Bitcoin en attendant que ça monte encore, mais je crois que oui, la vente aux enchères, ça permet d'aller plus facilement. Elle était prévue de toute façon, quel que soit le cours de cette monnaie numérique assez particulière. Libé, donc qui, je le disais, fait sa une sur le pape en Irak et la difficulté qu'ont les victimes d'aller témoigner contre les violences au commissariat, les violences conjugales, qui tuent chaque année beaucoup trop de femmes, féminicides et violences, et donc dossier spécial dans l'IB sur cette thématique. Alors, concernant le voyage du pape, c'est un vrai voyage politique au sein en Irak, donc berceau de la civilisation. L'Euphrate n'est pas loin, et le message politique de ce voyage est clair, à la fois un soutien aux chrétiens d'Orient, comme je le disais, puis aussi surtout faire pression un peu sur l'Iran et calmer la population irakienne aussi, qui continue de se battre contre les corrompus qui lui ont volé bien sûr la démocratie. C'est pas faute que les États-Unis aient envoyé plein de drones, des bombes et tout pour leur assurer quand même une belle démocratie. Puis voilà ce qu'ils en font, c'est des corrompus qui s'en emparent. Et puis les Irakiens se retrouvent encore une fois d'un nom de la farce. C'est triste, c'est voilà, mais on n'en sort pas de ces cycles de contestation. À un moment, il faudra bien que ça cesse. C'est la Birmanie aussi qui en a ras-le-bol de la junte militaire au pouvoir, junte militaire qui organise les trafics, trafic humain, trafic de drogue, et puis qui organise surtout une répression sanglante, aujourd'hui à l'abri des caméras, à l'abri aussi de la communauté internationale, qui évite de parler de la Birmanie. Mais la plupart des Birmans qui sont descendus dans la rue pour dire ça suffit, pour vouloir eux aussi un système un peu plus propre et lutter contre la corruption, ceux-là se sont fait massacrer. Certains pensent à l'exil, d'autres sont en prison bien entendu, et tout ça sponsorisé par l'ONU qui dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, ma bonne dame, c'est compliqué la Birmanie, on va pas non plus et puis les États-Unis qui regardent ça en disant bon, vous savez, un bon dictateur, s'il est bien de droite, ça nous va toujours mieux qu'un gros salaud de dictateur un peu socialiste, un peu de gauche, qui est surtout anti-impérialiste. Donc voilà où on en est. C'est triste encore une fois pour les peuples du monde, et notamment ceux qui sont sous le joug d'une telle violence d'État. Donc soutien aux Birmans. Ensuite, c'est le dossier sur les violences conjugales. Alors, en photo, les parents de Julie, qui n'a pas été entendue malgré ses nombreux appels au secours, malgré ses dépositions au commissariat, qui a fini par être tuée par son conjoint violent.
C'est malheureusement une histoire qui se répète, beaucoup trop similaire, toujours la même. Alors, les policiers, certains ont commencé à mettre en place des solutions, c'est le cas notamment au Mans, où, sans attendre le ministère de l'Intérieur ou quoi que ce soit, un commissaire avait mis en place un système de code couleur pour permettre aux victimes de venir témoigner sans avoir à raconter l'horreur qu'elles avaient vécue et d'aller plus vite et d'être du coup orienté vers les services formés pour accueillir ce genre de témoignages et répondre beaucoup plus rapidement. Donc il y a des choses qui avancent, qui vont dans le bon sens. Même si ça reste un dossier sur le bureau de Marlène Schiappa, hein, la ministre à la citoyenneté. Alors Marlène Schiappa, elle est interviewée par l'IB, qui lui demande, mais alors quand même, Marlène Schiappa, elle a fait une enquête en disant, mais c'est super, maintenant 90% des plaintes sont traitées, etc. Et puis l'IB dit quand même, on a regardé votre étude, c'est bizarre, 95% des femmes interrogées n'auraient pas eu de difficulté pour faire enregistrer leurs plaintes. Pourtant, il y a des travaux de la Fédération nationale de solidarité femmes et qui dit que pas moins de 76% des victimes feraient l'objet d'un refus. Alors, comment vous expliquez ce grand écart, Madame Schiappa? Alors elle dit, bah, tout dépend du panel. Nous sommes adressés à celles qui ont déposé une plainte ou une main courante, pas à celles qui sont parties avant de le faire, parce qu'on ne peut pas accéder à elles, hein, c'est plus compliqué. À l'inverse, quand vous faites appel à une association, c'est parce qu'en général, ça ne s'est pas bien passé. Donc si on veut un chiffre juste, eh ben, il faut la vérité entre les deux. Donc plutôt que proposer un chiffre juste et dire, bon, nous, on a fait notre chiffre qui est bidon, mais les associations ont un chiffre qui est ça, donc on imagine que c'est ça le chiffre. Non, Marianne Schiappa a fait la promotion du gros chiffre bidon qu'elle avait promu avec son enquête totalement bidonnée, puisque le panel, évidemment, ne permettait d'avoir que des témoignages ultra positifs, comme quoi ça s'était super bien passé, c'était super génial. Et donc des conclusions qui semblent en décalage total avec le vécu de bien des associations, et Marlène Schiappa qui se prend les pieds dans le tapis de la propagande macroniste une fois encore, en disant bah oui, on a fait semblant de faire un truc, bon bah qu'est-ce que vous voulez, hein, ça avance, c'est long, tout ça est long, c'est un changement de culture, donc les chiffres, vous leur faites dire ce que vous voulez, et surtout, si c'est Marlène Schiappa ou Bruno Le Maire qui parle chiffres, alors là, vous pouvez être sûr que c'est à peu près totalement bidonné. Ensuite, il n'est pas passé à la télé hier soir, parce que d'habitude, le soir à la télé, on a tous les mecs qui ont des soucis, enfin les mecs importants, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont des soucis avec la justice, qui viennent s'expliquer, hein. Non, mais moi, vous savez, j'ai mon honneur à laver devant les Français, tout ça. Et alors Balladur, il est resté au calme chez lui, devant Netflix, et parce que la justice a été très gentille avec lui, en disant, voilà, Doudou, écoute, c'est la relax pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait, Edouard Balladur? Il avait financé sa campagne avec des grosses mallettes de cash, issues sans doute de rétrocommissions, de vente d'armes au Pakistan. C'est l'affaire de Karachi. Et donc, il était allé retirer, enfin pas lui, mais ses lieutenants étaient allés retirer pas mal de cash de comptes en Suisse pour les ramener comme ça, hop, dans le train, pour financer sa campagne électorale qu'il avait perdue. Mais les juges n'ont pas trouvé, finalement, c'est triste, hein, la provenance de ces petits billets en cash. Alors, officiellement, ça venait des pins et des t-shirts qu'il avait vendus pour la campagne, hein, avec Doudou président, tout ça. Déjà, les Français étaient désespérés à l'époque, ils s'imaginaient Balladur président, tu vois. En fait, tu te dis, c'est un pays qui est. C'est Sartre, hein, c'est l'être et le néant, la France. Il y a un côté. On palpe le désespoir dans ce pays. Tu vois, les mecs à l'époque, Balladur, c'était un vent de fraîcheur, un renouveau, et les Français étaient prêts à voter pour lui. Puis après, on a eu Juppé, futur président, tu vois, et puis on se retrouve avec Macron, et tu te dis, non, mais qu'est-ce qu'est. Oh là là, et c'est vrai, là, tu te rends compte, on a un truc de. C'est le désespoir. Je crois que c'est une certaine forme de nihilisme, en fait, qui pourrait que, oui, qui fait que du coup, n'importe qui se dit, tiens, je vais être président, oui, pourquoi pas. Et puis la politique joue un rôle important quand même dans le pays. Mais quand tu vois la façon qu'on a de choisir les candidats, c'est fou. Donc voilà, donc Doudou innocenté, relaxé, il a pu s'amuser avec ses billets dans le sable pendant que d'autres sont morts suite aux rétrocommissions. Mais c'est pas grave, hein. Ça, quand on est président, on peut faire ce qu'on veut. Et puis,
un autre qui pourrait peut-être un jour être président de la France, c'est Francis Lalanne qui a droit à la page portrait de Libé. Oui, il y avait eu, pour Karachi, il y a eu plusieurs militaires français tués, au moins 11 dans leur bus en représailles, puisque après les bakchiches ne tombaient plus du côté pakistanais. Chirac ayant gagné, il a dit non, moi je paye pas. Ça, vous voyez avec Balladur. Hein. Et Balladur a dit moi je les garde mes billets, je n'ai pas que ça à foutre. Donc, oui, les sondages, c'est vrai. Mais quand même, du coup, les Français n'ont pas élu Balladur, quand même. Mais c'est quand même, il y a quand même quelque chose qui moi, m'attriste hein, dans notre tristesse contemporaine, tout à fait psychodrame français. Et là, donc, Francis Lalanne, qui nous sort un peu du psychodrame, Francis, que j'ai interviewé hein, suite à sa tribune dans France Soir, où il disait, bon, il faudrait quand même que tout le monde se relève les manches pour que Macron se fasse face à ses responsabilités, et sans parler de coup d'État militaire, hein, parce que j'avais dit quand même, Francis Lalanne qui parle de coup d'État militaire, en fait non, il disait simplement l'armée pourrait non pas faire un coup d'État, mais encadrer la remise aux normes de la démocratie pour suivre le droit constitutionnel en disant à partir d'un certain moment de nullité dans les actions, on peut se poser la question de l'aptitude de l'équipe qui gère le pays. Et là, je crois qu'on peut se poser la question de l'aptitude de l'équipe qui gère le pays, qui passe son temps à faire des confinements. Alors maintenant, c'est local, ça se voit moins. Les couvre-feux, qui n'a rien fait hein. Pour cette crise sanitaire. Ils ont été nuls sur les masques, nuls sur les PCR, nuls sur les vaccins, nuls sur la com, nuls sur tout, nuls sur la dépense publique. 11 millions d'euros quand même filés directement à des cabinets de conseil pour qu'ils fassent le boulot du ministère de la Santé. Bref, Francis Lalanne se disait, mais comment on fait pour se débarrasser de nuls pareils? Et alors, voilà, tous les corps intermédiaires ont un rôle à jouer, y compris l'armée. Mais y compris les juges, les profs, tout le monde peut aujourd'hui dire j'en ai marre en fait, c'est pas possible d'être géré de manière aussi catastrophique. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors lui proposait une solution radicale. Il est bien sûr maintenant poursuivi, je crois, pour avoir fait une atteinte aux droits et aux intérêts de l'État ou un truc du genre. Il risque pas grand-chose, hein, c'est pour la forme, mais quand même, il est à Bruxelles et Libé fait son portrait assez court, mais ma foi, en demi-teinte, où finalement on comprend que Francis Lalanne a su vaincre le démon, le monstre de son enfance, et que maintenant il n'avait plus peur de rien, si ce n'est effectivement de l'apathie de certains, et que ce poète avait des choses à nous dire. Alors ensuite, Le Parisien. Le Parisien qui fait sa couve sur l'immobilier, ça baisse. Enfin, surtout à Paris. Alors, les Parisiens, tous les Parisiens se barrent, ils n'en peuvent plus d'être confinés dans Paris. C'est-à-dire que Paris, quand tu n'as pas les restos, les bars, les théâtres, les cinémas, en fait, c'est pire que Clermont-Ferrand, parce que Clermont-Ferrand, tu as la nature autour, tu peux te garer, tu vois, tu as des commerces de proximité. Là, Paris, tu n'as vraiment rien. C'est air. Tu as des rats et tu te rends compte, c'est gris et sale. Et donc, les Parisiens se barrent. Alors, il y en a qui continuent d'aimer Paris, hein, coûte que coûte, surtout que les prix baissent. Donc, on va pouvoir racheter enfin des appartements à 10 000 euros le mètre carré, plus de 10 000 euros le mètre carré, que dis-je. Donc, c'est génial. Donc, voilà, l'immobilier qui tire un peu la gueule. Immobilier à la baisse et vaccin en hausse. Donc il va falloir, comme l'a annoncé Jean Castex, alors personne n'a écouté Jean Castex hier, j'en suis à peu près sûr, je vous connais, hein, ceux qui écoutent cette revue de presse le matin, vous n'êtes pas du genre à écouter la conférence de presse de Jean Castex du jeudi soir, qui est devenue pourtant un mème, ou même un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer, hein, qui est dans la grille des programmes de TF1, c'est comme une série, tu vois, tu as NCIS, Jean Castex, paf. Et donc, il t'explique que donc hier, Jean Castex a dit bon, on va confiner le Nord-Pas-de-Calais, et puis le reste, on va regarder de près, et puis on va vacciner à Donf. Alors maintenant, Manu, Emmanuel Macron, je l'appelle Manu parce qu'on a le droit d'appeler le président de son petit nom, on l'a toujours fait. Hein, voilà, ça fait partie de cette tristesse contemporaine française, voilà, cette proximité qu'on peut avoir avec le roi. Donc Emmanuel Macron a dit non mais putain. Conseil de défense, hein, mercredi, c'était il y a 2 jours.
Écoutez, tant qu'il y a des doses de vaccins dans les frigos, hein, moi je reconfine pas. Donc vous faites ce que vous voulez, vous les médecins, là, vous m'emmerdez, mais d'abord vaccinez-vous. Parce que maintenant, figurez-vous que bon, c'est toujours la faute des Français, hein, ces cons de Français qui font rien de ce qu'on leur demande. En ce moment, c'est la faute de ces cons de soignants français qui refusent de se vacciner, soi-disant. Alors les mecs disent non mais attendez, c'est pas qu'on refuse, c'est qu'on n'a toujours pas de dose. Donc moi je veux bien hein, qu'on rende le vaccin obligatoire. C'est dans Le Parisien une interview d'une infirmière qui dit non mais c'est très bien, moi je ne suis pas contre, hein, mais si vous rendez le vaccin obligatoire, bah, il faut s'assurer qu'il y ait des doses, parce que là aujourd'hui, dans l'hôpital où je travaille, on n'a plus de doses. Donc faites comme vous voulez, mais avant de dire que c'est la faute des médecins, de ceux qui ne veulent pas se vacciner, assurez-vous au moins qu'ils puissent se faire vacciner s'ils le veulent. Donc on est vraiment dans le délire totalitaire le plus complet, c'est-à-dire que le mec au conseil de défense, le patron, dit n'importe quoi, il décide n'importe quoi, derrière ça rame en disant oui, oui, chef, on va aller acheter des vaccins. Donc là, Castex quand même qui dit qu'on va passer de 2, et quelques millions à 20 millions de vaccinés hein, en mai, 10 fois plus. Donc là, ça va vacciner à tour de bras, je ne sais pas comment, même le week-end. Alors là, la presse étrangère s'est marrée en disant regardez la France, même le week-end, ils sont obligés de vacciner. C'est un truc, c'est vous dire comme ils sont vraiment dans la merde. Et donc, ah bah oui, il faut. C'est vrai que quand tu le traites Manus, il avait dit passe d'abord ton diplôme et on verra. Ce jeune qui s'était fait recadrer par le chef de l'État. Hein, alors, oh là là, il ne faut pas dire des choses comme ça au président. Pas. Oui, puis l'AstraZeneca, évidemment. Alors, comme la com a été très mal faite autour de l'AstraZeneca, puisque l'épidémiologiste en chef qui est à l'Élysée avait dit ouais, mais il ne marche pas super pour les vieux, puis pour les 60 ans et plus, c'est pareil, on n'est pas sûr que c'est un bon vaccin. Donc, ça, c'est Macron qui l'avait dit. Hein. Donc, depuis, il rame. Parce que les mecs avaient dit c'est un vaccin de merde. Donc là, ils disent non, c'est un super vaccin, allez-y, regardez les Anglais, ils en ont plein, ils en mettent dans la bière et tout. Faites-vous vacciner. Et donc ils sont en train de pousser les soignants à la vaccination. Sinon, ça va être bien entendu la faute des soignants, et ça c'est quand même assez triste d'en arriver là avec une campagne au rabais d'un vaccin dont on ne sait même pas s'il fonctionne. Et alors comme regardez Jean Castex, c'est super chiant, parce que c'est vrai que c'est chiant, c'est très long, la mise en scène est répétitive, et la lumière est pas super. Je pense qu'il ferait plus de vues en faisant des streams. Il faudrait que Jean Castex vienne sur Twitch et qu'il nous fasse un truc un peu plus proximité, tu vois. Je pense qu'il en est capable. Il suffit de parler avec Marlène et avec Gabriel Attal pour, tu vois, eux, c'est les influenceurs de talent du gouvernement pour que Jeannot débarque sur Twitch. Et là, imagine le chat. Pire que BFM, là, je pense que ce serait incroyable. Et donc, comme c'est chiant de regarder Jean Castex, les journalistes ont trouvé une parade. Comme mon Twitch, pareil, comme c'est chiant de regarder mon stream, moi, je vous mets le chat tous les matins, comme ça, vous êtes contents. Voilà, vous avez Maggie. Et donc là, ils sont allés regarder l'allocution de Jean Castex chez les gens. Euh, donc les journalistes du Parisien sont allés dans une famille à Montreuil, ils ont allumé la télé, ils ont regardé Jean Castex avec... Attends, tu m'enlèves le casque là. Avec la famille. Et donc ça, c'est assez génial, où ils disent « Oh là là, mais nous, on n'a pas envie de se refaire confiner, on a de la chance, on a un jardin, mais imaginez les pauvres et tout. » Et donc ça permet comme ça de faire... Ah putain, elle m'embarque tout, de faire une mise en scène sur l'allocution du Premier ministre, qui décidément est une tannée, y compris pour ceux qui doivent la couvrir, qui n'en peuvent plus en fait, qui s'en foutent complètement. Bah oui, alors la famille de Montreuil qui a accepté ça, je pense que c'était des cousins, ou je sais pas, ils devaient connaître les journalistes, hein, tu fais pas... Maggie n'est pas vaccinée, elle n'est pas pucée non plus. Maggie est un chat semi-sauvage, elle a vu le vétérinaire 2 fois dans sa vie, et depuis, elle... non, voilà. D'ailleurs, je sais qu'en plus, c'est plus autorisé maintenant, faudrait qu'elle ait un tatouage ou une puce ou un truc. Voilà. Et puis Maggie, bah ouais, c'est ça, elle est bio, quoi. Euh... c'est vrai, tu parles de Castex, tout le monde se barre, quoi. Castex imite bien Jean Lassalle.
Vous êtes trop con. Je vais tout tomber. Bon, je ne sais plus où j'en étais avec vos conneries. Ah si, Cuvillier, qui est le maire PS de Boulogne-sur-Mar, qui lui gueule vraiment en disant non mais oh c'est quoi cette histoire là de confiner le Pas-de-Calais, c'est une punition. Lui est très très remonté contre ce faux confinement sanitaire qui est pour lui une punition. Et il va jusqu'à dire en plus, attendez, le gouvernement assure avoir consulté les élus locaux et lui il dit c'est faux. Il y a eu des audioconférences avec le préfet, mais l'option d'un confinement était évoquée comme une hypothèse d'ultime recours, pas comme une piste privilégiée. Et depuis des semaines, nous alertons les pouvoirs publics sur les risques que les retards de vaccins font peser sur notre territoire, blablabla. Donc en fait, les mecs te présentent le couvre-feu en disant les élus étaient d'accord avec le préfet. En fait, non, ils en ont vaguement parlé lors d'un Zoom, un apéro Zoom, où le préfet disait entre les curly et les cacahuètes, bon, et si on confinait, ouais, peut-être, ouais, pourquoi pas. Et hop, le lendemain, il appelle l'Élysée, il dit, bon, Manu, c'est bon, je les ai eus, on va confiner, tu vas voir. Et fini la plage pour les Nord, les habitants du Nord-Pas-de-Calais, je ne sais pas comment on les appelle, excusez-moi. Donc voilà, c'est quand même assez dingue ce qui se passe, cette gestion foireuse, vraiment. J'ai pas d'autres mots. Enfin, nul, c'est nul, c'est nul. À la fin, ils vont vendre des pins, quoi. Et puis, alors une nouvelle un peu plus triste, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Elisa Pilarski, c'est cette jeune femme enceinte qui avait été tuée par des morsures de chiens lors d'une balade en forêt. À l'époque, on avait accusé la défense, son mari et d'autres, une meute de chiens de chasse à courre d'avoir attaqué la jeune femme qui promenait son chien Curtis, qui était un chien apparemment qui a été mal élevé pour faire des combats. Et donc, depuis, les vétérinaires avaient fait des tests, dit que les morsures étaient celles de Curtis et pas des chiens de la meute, même si les tests ADN ont été très très longs à faire. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, mais là, c'est le compagnon d'Elisa Pilarski qui se retrouve devant la justice avec des questions sur son implication dans cette mort tragique. Donc, affaire à suivre. Tout n'est pas encore dit ni fait sur cet horrible fait divers qui avait secoué un peu tout le monde à l'époque. Moi, Maggie, elle mord, mais comme elle a des petites dents, elle fait moins mal. Hein, voilà. Elle griffe et elle mord, mais elle n'a jamais tué personne. Enfin, si, comme tous les chats, quoi, c'est des psychopathes. Puis, moi. Alors, et là, oh là là, et là, je me dis quand même, et c'est là où tu te dis, la France, quoi, la France. La France, c'est sa culture, c'est son art, c'est son Premier ministre, Jean Castex, son président, Emmanuel Macron, c'est tout ça. Et puis, c'est d'un côté Daft Punk qui se sépare, hein, qui annonce sa séparation, et puis de l'autre, les frérots de la Vega qui ressortent chacun un album de leur côté. C'est quoi ces conneries, quoi? Tu dis non mais attendez, on nous dit Daft Punk, et puis de l'autre côté, c'est les frérots de la Vega qui profitent du coup, tu vois, parce que tout le monde avait fait la blague en disant mais quand les frérots de la Vega s'étaient séparés, pareil, ça avait été un drame. Et bien voilà, on peut se remettre d'une séparation, ça dégénère. Je sais, moi on fait ce qu'on peut, c'est vendredi. C'est la fin de la semaine. Et donc voilà, de Daft Punk aux frérots de la Vega, c'est beau, c'est beau. C'est Francis Lalanne aussi qui a fait les heures, les belles heures de la vérité française. Vous savez aussi que j'aime chanter dans cette revue de presse matinale. Je ne vous imposerai pas de chant des frérots de la Vega parce que je ne connais pas leurs chansons, tout simplement. J'ai fait Daft Punk l'autre jour, ceci. C'était pas super heureux. L'opinion. L'opinion, on revient à des trucs sérieux, quoi, qui dit les grandes écoles ont peur. Parce qu'après le MeToo, le Sciences Sport et tout ça, les grandes écoles mettent en place des filières, enfin des moyens, des task force pour lutter contre le harcèlement et s'assurer qu'il n'y en a pas de ça chez eux. Et donc, ça prend du temps. Et puis, c'est un juteux business aussi qui permet à certains cabinets de conseil, pas les McKinsey et autres, hein, d'autres sur la diversité, sur l'inclusion, d'aller vendre leur savoir-faire
en matière de lutte contre le harcèlement et puis, au moins les choses avancent. Maintenant, c'était quand même une sale culture, machiste, décérébrée au sein de ces écoles de commerce. On avait d'ailleurs, interviewé, lors du podcast La République inaltérable, un des auteurs, d'un bouquin sur les écoles de commerce et leur mentalité du vide, je vous invite à aller réécouter également dans nos archives de podcasts, parce qu'il n'y a pas que la revue de presse quotidienne, mes amis, il y a aussi nos podcasts hebdomadaires. On est vraiment l'équivalent du groupe Altis à notre petit niveau, hein, voilà. Mais on fait beaucoup, beaucoup de formats pour vos oreilles et vos yeux, et je trouve qu'ils sont bien, ces formats. Voilà. Bah ouais, culture de bourrin. Et puis, nos chers députés marcheurs qui sont gentiment à la dérive, se disant mais qu'est-ce qui va se passer en 2022 et si on n'était pas réélu et quoi? Et puis on n'a rien fait. Regardez, en 4 ans, on n'a rien fait. Alors il faudrait remettre une pièce dans la machine. Et donc là, ils sont en train de sortir, plein de députés sont en train de porter des projets qui ne verront pas le jour, mais pour dire bon, on va faire la boîte à idées de la campagne. Et il propose Castaner qui revenait sur l'euthanasie, par exemple, le cannabis, plein de lois comme ça, sociales, parce que c'est du débat qui coûte pas cher, ça permet de lancer le débat. Et donc, une chaise et donc, ils sont en train de faire un peu l'ébullition, la boîte à penser, la machine à idées de la Macronie est en train de s'emballer, en disant voilà, si nous avons la chance de faire un second mandat, nous aurons déjà beaucoup de choses à faire. S'ils ont la chance de faire un second mandat, il y a le si quand même, hein, voilà, donc ça c'est rassurant, ils prennent conscience que peut-être tout ça c'est bientôt fini, qu'on les a, que la marche s'arrête, la marche va s'arrêter, la grande marche va s'arrêter, même si nous refont le coup de 2016-2017 avec, maintenant c'est des sondages en ligne, ils vont plus frapper aux portes, hein, pour demander ce que les Français pensent de leur action, qu'est-ce qu'il faudrait faire, aussi tout un comité, via les associations. L'idée, c'est les causes, de faire que les marcheurs maintenant montent des associations et poussent finalement des causes, pour comme ça faire une campagne sous couvert d'associatifs, créer des comités locaux, puisqu'ils ne pourront plus créer des comités locaux autour de la figure d'Emmanuel Macron. Ça s'est un peu essoufflé, ça, ce truc, genre en disant il est jeune, il est super, il aime les startups. Ouais, et, et voilà, et ça a donné ça. Donc avec le bilan qu'il a, c'est fini, ça va être compliqué, la campagne de 2022. Et donc, voilà, l'opinion qui nous explique un peu cette boîte à idées et comment tout ça va s'emboîter dans les mois qui viennent avec cette campagne. Ouais, ça patine grave. Ça patine grave parce que il y a plus d'idées, il y a plus rien. Puis il y a ce fameux Covid, hein. Alors tant qu'il n'aura pas réglé par le haut la crise avec la vaccination, en disant j'ai tout fait moi-même parce qu'il y avait que des nuls autour de moi, ça va être dur pour lui de se représenter. Et alors quand même, la valeur suprême de cette crise sanitaire, ça a été de montrer Macron pour ce qu'il est, c'est-à-dire un Trump à la française, quoi. Mais un Trump sans le talent de battleur, quoi. Et donc, c'est un Trump triste, encore une fois. Je dis, moi, ce que j'aimerais qu'on remette, voilà, dans l'hexagone, c'est un peu de la déconne, un peu du rire, un peu du je m'en foutisme, mais sain, tu vois, le truc qui fait que c'est humain, quoi. On arrête de se prendre au sérieux avec des cabinets de conseil, des mecs qui ont des patates chaudes dans la bouche, des slides PowerPoint qui servent à rien. On revit comme avant, qu'il y a eu Excel et PowerPoint, tu vois, où on faisait des trucs sur des coins de table, entre le calva et le café, et on disait ah non mais oui c'est pas grave ça, tu vois, on faisait des campagnes à coups de sacs de billets parce qu'on vendait des armes ça, à des dictateurs, ça n'a pas changé, ça malheureusement, mais tout le reste, tu vois, ça a changé, quoi. Alors il y a des choses qui changent en bien, évidemment, hein, la lutte contre les violences conjugales, heureusement qu'on a des avancées là-dessus, l'égalité homme-femme, heureusement qu'on avance là-dessus, mais après, je trouve qu'on a perdu en niveau de conneries, mais de conneries sympathiques. Voilà, et c'est ça que j'aimerais qu'on retrouve un peu. C'est ce que j'essaye de faire tous les matins. C'est pour ça que parfois cette revue de presse vous surprend. Mais c'est pour ça que vous l'aimez tant, j'espère. Vous êtes 180 ce matin. Super. Pas dis donc. Voilà, c'était la dernière de la semaine, vendredi. On se retrouve lundi. Le week-end, c'est relâche.
parce qu'il y a le JDD, hein, ça prend bien tout le dimanche à lire pour vous le recracher le lundi matin. Et puis, je compte sur vous pour faire la promo de cette revue de presse sur Twitch. Maintenant qu'il y a BFM, il y a le Pape, il y a tout le monde, peut-être bientôt Jean Castex suite à mes conseils. Ben, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux, et sur la chaîne du Monde Moderne, bien sûr ici, et sur le stream. Je vous souhaite une photo dédicacée pour votre maman qui veut ça. J'ai l'impression d'être Michel Drucker. Oui, oui, je peux faire les photos dédicacées. Mangez pas des chips, c'est trop gras et trop salé, même si ça peut sauver le redressement productif, hein, selon François Bayrou. Faites attention à vous. Et passez un bon week-end. Pour ceux qui sont confinés, démerdez-vous, trouvez des solutions, mais je suis sûr que vous pouvez faire des droits de sortie de plus d'une heure bidouillés pour aller quand même vous balader dans les bois ou sur le littoral. Déguisez-vous. Ah si, il y a un tuto, c'est facile. Si vous voulez sortir le week-end, déguisez-vous en flic. Voilà, et du coup, c'est beaucoup plus facile de se balader, hein, prenez l'air sérieux comme ça. Si vous avez un chien, vaut mieux que ce soit un gros chien, ou, tu vois, et vous dites non, mais je cherche la drogue sur la plage ou des trucs comme ça. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, je pense que sur le web, vous pouvez acheter des déguisements de policiers pour pas trop cher, les pimper un peu, tu vois, avec des médailles des grands-parents, des trucs que vous trouvez dans les tiroirs. Et puis après, voilà, le monde est à vous. Le monde est à vous, c'est ça, ou sinon, si vous avez une carte de la République en marche, je pense que c'est jouable. C'est jouable aussi là-dessus, en disant, oui, regardez, je suis encore encarté. Alors, il n'y a pas de carte, hein, il suffit d'envoyer un mail, puisque c'est un mouvement gazeux, ce n'était pas un parti. Bon, eh bien, non, crevez pas des yeux, non, non, il y a des flics qui font pas ça quand même. Ceux-là, il faut leur apporter notre soutien, même si ils sont bien seuls. Et continuons à faire ce qu'on sait faire de mieux. Manger des chips, manger des carottes aussi, manger des légumes, des navets, manger ce que vous voulez surtout, et bon week-end. Allez, à lundi. Ciao, merci à vous.